Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture du mois de mai 2023, donc cette lecture manga, dans laquelle je vais très logiquement vous présenter mes lectures manga du mois de mai. C'est parti. Et donc, on va directement commencer par ces deux tomes-là, donc les tomes 1 et 2 de Togen Anki, La légende du sang maudit, aux éditions Kana, même Kana Dark plus précisément, et c'est par Yura Urushibara. Donc, Togen Anki, qu'est-ce que ça fait là? Ce manga, je l'ai acheté dans le cadre d'une opération tome 1 et 2 pour le prix d'un. Cette opération d'ailleurs, j'ai acheté, voilà, c'est pas un manga qui m'attirait spécialement, Togen Anki, mais je suis parti dans un délire pour cette opération-là, j'ai racheté tout, sauf la suite de Nanatsu no Taizai et peut-être d'autres trucs que j'avais déjà. Mais vraiment, je me suis fait un délire, j'ai acheté tout, même les trucs qui m'intéressaient pas trop. Vous voyez, genre j'ai acheté Orimiya, il est encore dans ma pile de lecture, mais j'ai un peu de mal à me dire, oh tiens je vais le lire. Ça m'intéresse pas plus que ça en fait, avec le recul. Mais bon, sur le moment je me suis dit, allez, je me fais plaisir, je prends tout ce que j'ai pas dans cette opération, peut-être qu'il y a des trucs bien. Et voilà, donc il y avait Togen Anki. Togen Anki, c'est vraiment un Neketsu, genre, de base. C'est un Neketsu classique en fait, mais pas au sens c'est un classique, c'est trop bien. Au sens c'est classique, c'est la base en fait, mais encore une fois pas au sens c'est la base, c'est trop bien. Au sens c'est la base, c'est basique. C'est vraiment le b.a.-ba du Neketsu quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez lu genre Naruto ou Blue Exorcist, vous allez retrouver des trucs mais de manière extrêmement similaire en fait. Genre vraiment t'as un passage où je me suis dit enfin même plusieurs passages par-ci par-là, plusieurs contextes ou trucs qui se passent, où je me suis dit mais ça pourrait tellement se passer dans un tome de Naruto ou de Blue Exorcist ou d'autres. En plus c'est encore un de ces shonen en mode société secrète des chasseurs de démons ou des trucs comme ça. Enfin là c'est pas trop des chasseurs de démons, mais enfin si un peu dans l'idée. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais vraiment c'est le Neketsu de base, c'est trop bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais vous attendez pas un truc exceptionnel, quoi. Si vous avez déjà lu, comme j'ai dit, Blue Exorcist, Naruto, même Bleach, ou des trucs comme ça, vous allez pas du tout être surpris, en fait. Pour l'instant, c'est la base de la base. Alors après, ça évolue à sa manière, ça a quand même son propre univers, ses propres délires, hein. Vous voyez tout le sang, là, vous vous doutez qu'il y a un truc à voir avec le sang, même si vous avez pas lu. Donc voilà, ça a quand même un peu sa propre identité, mais c'est noyé vraiment dans cette ambiance de Neketsu de base en fait. Neketsu pour les nuls quoi. C'est vraiment, c'est dingue en fait. Expliquer le ressenti compliqué. Après voilà, encore une fois, si vous n'avez pas lu tous ces trucs là, c'était plutôt sympa à lire quand même. Donc c'est une bonne expérience pour commencer comme une autre quoi. Moi à l'époque Blue Exorcist, quand j'avais lu, j'avais trouvé ça cool. Est-ce que si je le relisais maintenant, je trouverais ça aussi cool? C'était quand même bien Blue Exorcist. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment très très basique. C'est pas du tout un indispensable, je trouve. Mais, enfin, je me base que sur ces deux tomes-là. Hein. De toute façon, ça se trouve, au tome 3, ça devient un truc génialissime du jamais vu. Mais voilà. Mais même si c'est pas un indispensable, c'est quand même sympa à lire. Donc moi, si vous êtes vraiment... parce que je sais que par exemple, il y a des gens... moi par exemple, il y a des genres que j'aime bien, c'est quoi? C'est les comédies romantiques un peu harem, tout ça, et les isekai par exemple. C'est deux trucs que j'aime bien. J'aime bien aussi par exemple le survival game. Bon, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que les isekai, les trucs comme ça, ils se ressemblent tous et que ça n'a aucun intérêt. Moi je trouve pas du tout. Moi les différences, je les vois bien, je m'y connais, enfin... J'en ai lu et vu beaucoup quoi. Donc je sais que c'est pas pareil. Je sais qu'il y a quelque chose qui me plaît dans celui-là mais pas dans celui-là. Et puis il y a un autre ingrédient dans celui-ci et dans celui-là. Et ben je me dis, quelqu'un qui aurait un peu la même philosophie mais avec les Neketsu, à l'ancienne un peu, il pourrait trouver peut-être un truc qu'il ne trouve pas ailleurs dans Togen Anki. Encore une fois, moi, je trouvais ça ultra basique. Mais des fois ça fait du bien aussi de revoir un truc un peu classique, un peu basique. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de se prendre 5 twists dans la face dès le premier chapitre de chaque manga. Hein. Des fois un petit truc standard mais bien fait,
ça a plus de valeur. D'autant plus si c'est ta découverte du truc en plus. Hein. Si toi qui regarde cette vidéo, tu n'as jamais lu de shonen parmi ceux que j'ai cités précédemment, voilà, tout ce qui est en mode société de chasseurs de démons et de trucs comme ça qu'on retrouve énormément dans le microcosme des Negetsu. Là pour le coup, t'auras vraiment le béaba, tu sauras si t'aimes bien ou si t'aimes pas après avoir lu ça. Donc voilà. Si je pense que l'opération doit encore être trouvable par-ci par-là, c'est de nos jours. Ce qui est dingue quand même, les opérations de acheter un offert là, enfin non, enfin il y a aussi ça, mais les opérations de acheter pour le prix d'un, ou même les opérations tome 1 découverte à 3 € ou ce genre de trucs. Maintenant de nos jours, le manga c'est devenu tellement mainstream. Mais en fait quand moi j'ai commencé, techniquement c'était déjà un peu mainstream, hein. Je veux dire, moi quand j'ai commencé à acheter des mangas, il y avait quand même déjà un petit rayon manga dans ton Auchan ou dans ton Leclerc ou... Voilà, il n'était pas aussi grand que maintenant, mais il y en avait déjà un, et il y avait quand même des trucs bien déjà dedans. Donc, déjà moi, quand j'ai commencé le manga, c'était déjà un peu mainstream. Mais aujourd'hui, c'est tellement mainstream que t'as des opérations découvertes H24. Genre vraiment, vous allez dans n'importe quel magasin qui vend des mangas de manière un peu sérieuse, vous aurez un coin opération promotionnelle que personne n'a encore non, qui reste. Et t'en as parfois des qui datent il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même tous les trucs premier tome opération découverte à 3 € là, t'en as partout, t'en as tout le temps. Si tu cherches ces séries là, généralement tu les trouves directement. Donc voilà, pour le coup, ça se demandait si ce prix de découverte à 3 € c'est pas devenu permanent, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, donc vraiment, pourquoi ne pas en profiter, quoi. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Si c'est votre délire, n'hésitez pas, quoi. Je répète, c'est plutôt bien fait. Tu te prends plutôt à l'histoire. Il y a des pistes qui sont en train d'être ouvertes parce que forcément on est encore que sur les 2 premiers tomes, hein, c'est pas encore la bataille finale trop cool ou je sais pas quoi. Mais voilà, petit Neketsu sympathique qui révolutionnera pas le genre, mais qui pour moi mérite sa place dans les Neketsu sympathiques, quoi. C'est pas parce que t'es pas le plus grand révolutionnaire du genre que tu mérites pas un peu de respect. Donc Togananki, plutôt sympa. Alors, pour la blague, j'aurais presque envie de dire que cette vidéo est sponsorisée par Shangri-La Frontière, mais ça n'est pas le cas, rassurez-vous. Donc voici le tome 1 de Shangri-La Frontière, version 48 heures BD, donc qui a coûté 3 €, aux éditions Glénat par Katarina et Ryosuke Fuji. Donc c'est le tome 1 bien entendu. Donc, Shangri-La Frontière. Donc comme je vous ai dit, j'ai failli faire la blague comme quoi c'était sponsorisé, mais faut avouer que la blague aurait beaucoup moins marché qu'à l'époque. Pourquoi je dis ça? Parce que Shangri-La Frontière, c'est un des exemples les plus parlants qui me viennent en tête de manga qui a un peu acheté sa hype. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est un manga qu'on voyait souvent en sponsor à l'époque de sa sortie, enfin en tout cas dans mes souvenirs. Et du coup, il y avait une sorte de hype, tu sentais, mais cette hype, elle m'avait pas l'air très naturelle personnellement. Et du coup là j'étais assez curieux, avec les 48 heures BD, j'en ai profité de pouvoir tester ce que ça vaut, quoi, Shangri-La Frontière. C'est quoi concrètement? Parce que moi j'avais vu le gars avec une tête de canard sur la jaquette, puis c'est tout en fait. On m'avait vaguement raconté que c'était un truc de RPG ou je sais pas quoi, mais voilà, je m'étais... Moi les sponsors je les passe, hein. Du coup, de quoi ça part Shangri-La Frontière? Et est-ce que c'est bien, ou est-ce que ça a vraiment 100% acheté sa hype? À mon sens, bien entendu, vous aurez que mon avis, hein, je ne lis pas dans les fils du destin, je peux pas vous inventer un fait. Mais je vais vous dévoiler ce que j'en ai pensé. Donc, Shangri-La Frontière, c'est l'histoire, j'ai résumé vite fait, d'un gars qui joue beaucoup de mauvais jeux, volontairement. Vous voyez un peu l'idée des nanars, mais en jeu vidéo. Et il va un jour se dire, oh, tu sais quoi, pour changer, je vais faire le jeu ultra mainstream, ultra populaire que tout le monde adore, Shangri-La Frontière. Le méga gros jeu. C'est le jeu du futur trop bien, que tout le monde adore, mainstream et tout, numéro 1, mais qui n'est pas comme les autres.
Parce que bon déjà c'est dans le futur en mode VR et tout, ou VR genre ultra avancé comme on n'aura jamais, hein, c'est genre le métaverse, c'est bon, ils ont réussi à le faire. Mais il y a en fait des secrets dans ce jeu, des trucs uniques, des quêtes un peu cachées, qu'il faut faire des trucs drôlement audacieux pour découvrir et tout et tout. Et que bah du coup notre protagoniste va peut-être mettre un peu son nez dedans au fil de ses aventures, parce que lui il est habitué au jeu nul, du coup il est habitué à jouer contre le jeu. Du coup il va se mettre des challenges, il va faire des trucs un peu tordus par rapport à la manière standard dont est censé pas continuer le jeu. Et il va découvrir peut-être des secrets, peut-être comme ci, peut-être comme ça, je ne rentre pas dans les détails. Ce tome 1, je sais pas s'il est encore trouvable, parce que les 48 en PD ça date un peu, mais je vous invite à le tester si ce que je vous ai dit vous intéresse un petit peu. Moi c'était une plutôt bonne lecture, j'ai plutôt bien aimé ce tome 1. Je comprends que ça ait plu. Voilà, au-delà de la hype un peu achetée comme j'ai dit, je comprends que ça ait quand même gardé une fanbase après quoi, ça soit pas tombé dans l'oubli, même si forcément on en entend beaucoup moins parler qu'à l'époque, hein. Mais non, ce tome 1 est vraiment sympa, j'aime bien où ça va. Après, il y a peut-être le risque inhérent, on va dire, à ces genres d'œuvres qui se passent 100% dans un jeu vidéo quoi, donc c'est pas du Sword Art Online où le gars il meurt dans la vraie vie quoi, c'est vraiment un jeu vidéo, donc c'est pas impossible d'y trouver de l'enjeu, hein. Bien sûr il y a des, je sais pas, je pense à la série Noob, la web série Noob par exemple, ça se passe aussi 100% dans un jeu vidéo, mais à l'époque je regardais quand même et puis j'aimais bien quand même quoi, même si ça fait longtemps que j'ai pas revu. Donc même si le perso meurt pas s'il perd ou je ne sais quoi, même s'il n'y a pas d'enjeu dans sa vraie vie, il peut y avoir des enjeux personnels d'interaction entre les personnages. Il peut aussi, voilà, là il y a clairement cette histoire, comme je vous ai dit, de secrets, de quêtes un peu cachées, de trucs où il faut faire des trucs ultra spécifiques, un peu contre-intuitifs pour débloquer, fait aussi que l'aventure de ce personnage en particulier paraîtrait unique. Ouais, si on suivait un type random dans le jeu, c'est vrai qu'on s'ennuierait un peu, mais là on suit un type qui quand même débloque des trucs jamais vus avant. Donc il y a quand même ce sens de l'aventure, ce sens de la découverte, même si au final on regarde juste un gars qui joue à un MMO. Et non, pour l'instant c'est vraiment sympa à suivre, et je comprends que ça ait eu du succès. Au-delà même des sponsors et des trucs comme ça. Alors ensuite, Peach Boy Riverside, tome 2, scénario par Cool Q Sinja, et le manga par Johan. Donc, aux éditions Noévé Graphics, et je répète, la collection XS à 4€, enfin 3,95€, c'est quand même un sacré bon plan, je veux dire, je suis vraiment déçu qu'ils aient dû l'arrêter. Ne vous en faites pas, hein, pour les séries déjà en cours, ça va continuer. Mais ils vont plus faire de nouvelles séries en collection XS, même certaines qui étaient pourtant prévues. Et ça, c'est vraiment triste, je trouve, parce que, je répète, mais 4€ le tome pour toute la série pour toujours, c'est extrêmement bien en fait pour le... Vraiment, et puis l'édition est pas nulle quoi. Ok, il n'y a pas de jaquette, mais basiquement la couverture en carton fait office de jaquette quoi. Ils ont même réussi à reproduire le truc des dessins derrière les couvertures, mais en le faisant sur le revers de la jaquette. C'est vraiment... Bah, c'est vraiment cool quoi. L'édition est bien, le papier est pas cheap ou je sais pas quoi. C'est... ça veut dire que... Alors apparemment ça ne l'est plus vu qu'ils ont dû arrêter, mais c'est-à-dire que avant qu'il y ait un délire encore d'augmentation du papier pour la 30 millième fois, on entend ça tous les jours, ça m'énerve. Enfin ça m'énerve, c'est frustrant quoi. Voilà, donc avant ce délire du papier qui augmentait pour la 12 millième fois, c'était viable en plus, ça veut dire. De faire une collection totale, donc pas juste un truc d'entrée, genre ouais le premier tome, allez on te le fait au rabais. Non, c'est vraiment... Toute la collection pouvait ne coûter que 4€. Dans cette édition qui est tout à fait décente, il y a même des effets de brillance, vous le voyez je suppose avec les reflets, attendez, hop, avec les reflets un peu, hop, vous voyez, il y a même cet effet de brillance et tout. C'est pas du tout cheap en fait, c'est, encore une fois, c'est extrêmement bien en fait, c'est-à-dire que c'est possible. C'est-à-dire que là, tous les mangas que vous lisez là, enfin c'était possible parce que ouais du coup voilà, encore une fois l'augmentation du papier visiblement ça fait plus de mal qu'autre chose, mais
Voilà, pensez à n'importe quel manga que vous lisez qui n'est pas dans une édition genre page couleur ou je sais pas quoi, ultra collector, où le tome fait 2 fois sa taille. Vous voyez, toutes les éditions standards de manga que vous lisez, techniquement, ça aurait été viable de les avoir moins cher, quoi. Et ça, moi, franchement, entre une jaquette qui de toute façon, voilà, regardez, hop, Toganenki, bon exemple, vu qu'on vient de le voir juste avant, voilà, une jaquette qui de toute façon se prend des coups, etc. Donc voilà, même si vous êtes fan de jaquette, bah, ça a des avantages certains, quoi. Et ce truc qui est un livre intégral où t'as pas de risque de perte ou d'abîmer la jaquette, et qui fait très très bien le travail, je pense que c'est pas... On n'y perd pas au change forcément en fait. Donc voilà quoi, dommage, vraiment dommage que cette collection n'ait pas pu continuer. En tout cas elle continue pour Peach Boy Riverside et c'est tout ce qui compte dans mon cas parce que c'est le seul de cette collection que j'ai acheté. Il y en avait un ou deux autres que j'envisageais peut-être d'acheter mais je sais même pas lesquels sont annulés ou lesquels sont pas annulés, donc difficile de vous dire si je vais finir par les acheter ou si c'est mort de chez mort déjà. Quoi qu'il en soit, Peach Boy Riverside, petite histoire très sympa qui continue, bah, c'est que le tome 2, donc je peux pas vous dire énormément de choses concrètes quoi, enfin c'est plus la découverte mais c'est pas mais j'ai pas assez d'expérience du coup avec l'histoire pour vous dire clairement où ça va exactement, si j'en pense un truc en général, voilà, on est encore qu'au début. Donc bon voilà, c'est l'histoire qui avance quoi, c'est les enjeux qui s'installent, la petite bande de personnages qui se crée, on commence à voir un peu, bah, comme je l'ai dit, une bande se former quoi, on voit un peu qui vont être les persos principaux du groupe, on voit aussi les liens entre Momotaro et ce personnage là dont j'ai oublié le nom, voilà, se clarifier un peu. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Peach Boy Riverside, petite histoire sympathique qui n'est pas chère, donc je vous conseille d'en profiter parce que a priori la collection XS avec Peach Boy Riverside va continuer, mais vu que c'est pas forcément viable financièrement a priori avec cette histoire d'augmentation du papier, peut-être qu'ils vont pas en imprimer 3 tonnes non plus. Donc je vous conseillerais quand même de les acheter. Je vous dis pas qu'il faut les acheter tout de suite absolument et que demain il n'y en aura plus, mais peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi si j'étais une entreprise qui s'est déjà engagée à commencer la collection, qui du coup est obligée de continuer, bah je continuerai parce que pour pas perdre la face quoi, même si c'est plus trop viable financièrement. Par contre, je n'imprimerai pas 40 000 tomes à chaque, enfin j'ai dit un chiffre au hasard, mais mettez à l'échelle hein, si vous savez c'est quoi les chiffres d'impression standard ou pas. Mais voilà, j'imprimerai pas 40 000 tomes quoi. J'en imprimerai le moins possible entre guillemets. Toujours suffisamment pour que les gens puissent en avoir, mais j'en imprimerai pas 40 fois, quoi. Je ferai pas de réimpression d'un truc qui n'est pas viable financièrement. Donc, si ça vous intéresse, essayez peut-être de mettre la main dessus. En plus, on est qu'aux 2, donc puis c'est moins cher que la plupart des autres séries, donc ça se joue. On enchaîne avec une série qui décidément dure depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'on est loin niveau tome, hein. Fire Force, tome 28 par Atsushi Okubo aux éditions Kana. Donc Fire Force qui est une série, comme je le dis, qui dure depuis longtemps quoi. Tome 28 c'est beaucoup hein. Je m'étais fait la réflexion il y a longtemps, parce qu'on avait pas mal de retard sur les japonais. Quand j'avais vu le nombre de tomes, j'étais fait la réflexion déjà, ouh là là il y en a plein. Mais c'est vrai que quand même faut réaliser, 28 tomes c'est vraiment beaucoup hein. Donc voilà, Fire Force ça avance. Il y a des trucs qui sont... Enfin, là on est en fait dans un peu un tome de transition, j'ai envie de dire, parce que il est arrivé un truc à notre personnage principal, dans le tome précédent. Donc moi j'étais très intéressé de voir ce qu'il allait advenir de lui dans ce tome-ci. D'autant que pour ceux qui sont pas au courant, il y a une chance qu'il se retrouve dans un endroit très très intéressant. Voilà, j'en ai déjà parlé avant vu que c'est plus du spoil à ce stade là, mais là je vais rester vague juste parce que j'ai envie. Si je peux ne pas gâcher la surprise par coup de chance, autant ne pas le faire. Voilà, donc là où pouvait se retrouver le héros dans ce tome là, c'était très intriguant, très intéressant. Sauf que dans ce tome-ci, comme j'ai dit, c'est un peu un tome de transition parce que on ne voit pas notre protagoniste en fait. D'ailleurs la couverture le représente bien, je sais pas si c'est fait exprès, c'est le seul dont on voit pas le visage quoi.
Et en fait, on a surtout des flashbacks et des combats contre des sous-boss, on va dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Contre des lieutenants ennemis, quoi. Donc, ce tome-ci ne nous révèle pas le poteau rose sur si oui ou non est-ce qu'il va atterrir là où je pense le protagoniste. Mais, voilà, ça préfère nous développer un peu des flashbacks, comme j'ai dit, et des combats contre les lieutenants. Pourquoi pas? Tant qu'ils font pas le coup pendant trop de tomes, ça me va. C'est fair play, quoi. C'est d'accord. Montre-moi tes lieutenants, montre-moi tes flashbacks, apprends-moi un peu plus sur tel personnage ou tel personnage. C'est fair play, c'est plutôt bien fait, donc je vais pas me plaindre. Par contre, j'espère qu'il va pas nous faire ça jusqu'au tome 32. Hein. Enfin, je sais pas combien il y en a en tout, mais j'espère qu'il va pas nous faire ça à chaque tome, quoi, l'auteur. Moi, je veux voir le héros, je veux voir où il a atterri. Bon, voilà, je vais pas tergiverser pendant 30 ans parce que Fire Force, souvent je pars sur les mêmes délires et c'est pas forcément très constructif. Donc, on va passer au manga suivant. Alors, on va enchaîner sur le tome 6 de Arrête de me chauffer Nagatoro par Nanashi aux éditions Noévé Graphics. Alors, bon, je vais, comme la dernière fois, pas chercher spécifiquement peut-être la carte. Je vais vous montrer vite fait, on va voir si on tombe dessus. Attention, la carte, est-ce que c'est celle-ci? Attention, le point, allez, hop. Difficile à dire, je ne saurais pas dire. Bah, logiquement, ouais, ça doit être celle-là. Logiquement, c'est la plus tardive parmi les cartes que j'ai, quoi. Ah bah non, je suis bête, il n'y a plus de cartes. Je vais le laisser au montage, juste pour montrer que je suis bête. Mais ouais, non, c'est vrai, il n'y a plus de cartes chez Noévé Graphics. J'ai pas pris la version collector, donc il n'y avait pas de cartes en fait dans celle-là. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais attendez, la dernière fois je vous avais montré une carte, c'était la carte de quoi? Je crois que dans la dernière vidéo je vous ai montré une carte qui n'avait pas lieu d'être en fait. Non? Je me suis pas fait les coups tout seul là de je vous montre une carte. Ou alors c'était avec mes cartes Manabooks? Ou j'ai un gros doute, hein. Je me demande si j'ai pas fait le bébête en vous montrant une carte qui n'était pas la bonne. Genre, on est d'accord, dans une vidéo précédente, je suis venu, je vous ai montré mon tas de cartes là, et je vous ai fait, alors, c'est laquelle? Oh, c'est celle-là, on est d'accord que j'ai fait ça? J'ai dû avoir l'air un peu bête. Bon voilà, pour ceux qui savaient, hein, visiblement je vous ai montré une carte qui n'était pas, enfin elle existe mais c'était pas avec ce tome là. Donc, ou alors je me souviens plus exactement, c'était pour Rent a Girlfriend, non, que je vous avais montré. Alors qu'il n'y a plus de cartes récemment. J'ai dû vous montrer une carte qui n'était pas la bonne. Bon, je vais pas passer 2 heures là-dessus, mais voilà, vous le savez, comme ça j'ai fait mon petit erratum sur ce que j'ai montré précédemment, en plus de me planter complètement cette fois-ci. Mais bon, quoi qu'il en soit, le manga. Donc Arrête de me chauffer Nagatoro tome 6 par Nanashi aux éditions de Noévé Graphics. Je le répète en entier parce que je sais plus si je l'ai dit. C'est le tome 6. Rien de vraiment spécial, quoique on arrive à des enjeux jamais atteints jusqu'à présent. Alors, calmez-vous, on est sur Nagatoro, hein, donc les enjeux c'est pas sauver le monde, mais il y a cette histoire de club de peinture et de dessin, ou d'art, je sais plus, enfin, voilà, il fait de la peinture quoi qu'il en soit, et de concours avec la présidente pour garder son club un peu comme il veut avec Nagatoro et tout qui vient lui rendre visite. Voilà, c'est plutôt sympathique, comme j'ai dit, c'est de l'enjeu qui n'a jamais été aussi haut dans cette série-là. Vu qu'on est une échelle très petite, c'est normal hein, que ce soit pas gigantesque, même si on arrive au plus haut jamais atteint. Mais voilà, c'est plutôt sympa. C'est toujours une petite série très très sympa à suivre, hein, de me chauffer Nagatoro. Une petite romance très mignonne. Voilà, où le personnage principal est super timide et puis t'as Nagatoro qui arrête pas de venir l'embêter, mais elle l'embête parce qu'elle aime bien quoi. Donc j'ai pas énormément de choses à dire, vous en doutez. Comme je vous ai dit, là on a atteint le pic d'enjeu de toute la série pour le moment, et on est sur un petit concours d'art entre deux moitiés du club quoi. Donc il y a plus spectaculaire, il y a plus étonnant à présenter quoi. J'ai pas énormément de choses à vous dire. C'est vraiment une petite série feel good qui vous fera passer un petit moment sympathique, peut-être rigoler, genre ricaner quoi, à un ou deux moments, peut-être un peu attendri à un ou deux autres moments,
Et peut-être vous vous direz une ou deux fois, oh Nagatoro elle abuse un peu là sur ce coup-là, elle va un petit peu trop loin dans la taquinerie. Voilà, c'est tout. Et c'est pas rabaissant. Vous voyez, je dis pas ça en mode ouais, y a pas grand chose à dire, il se passe rien. Non, je dis ça, il y a pas grand chose à dire. C'est le petit courant d'air frais. C'est la petite série que tu lis pour te calmer l'esprit et juste vivre une petite histoire intéressante, mais pas très lourde quoi. C'est une histoire qui a pas beaucoup de poids dans beaucoup de sens, mais qui du coup reste agréable à lire. Voilà. Je vais rester là-dessus. J'espère que vous avez saisi un peu ce que je veux dire, et on peut passer au manga suivant. Alors, on va pouvoir enchaîner sur le manga suivant qui est le tome 11 et 12 de Angels of Death par Kuden Naduka pour le dessin et Makoto Sanada pour le scénario original du jeu vidéo RPG Maker. Donc c'est bien sûr édité par Manabooks. Alors c'est le dernier tome de... Enfin ce sont les deux derniers tomes de la série, donc on arrivait à la fin. Donc en ce qui me concerne, pas de surprise, parce que comme je vous l'ai dit à maintes reprises, j'avais vu l'animé avant. Donc je connaissais déjà la fin, je connaissais déjà tout ce qui se passe en fait. Mais l'idée de lire ce manga, c'était en plus d'avoir un peu tout ce côté truc en plus quoi, parce qu'il y a des flashbacks et tout qu'il n'y a pas dans l'animé dans ce manga. Et en plus de ça, c'est aussi de revivre l'histoire via un autre médium et de reprofiter de cette histoire que j'aime bien quoi. Donc maintenant il me reste plus que le jeu vidéo visiblement, et puis j'aurais fait toutes les versions de l'histoire. Il n'y a rien qui change de drastique entre le jeu vidéo, le manga, l'anime, tout ça. C'est vraiment juste la même histoire sous un autre média, mais de temps en temps, quand t'as un peu oublié l'histoire d'avant, c'est toujours sympa de la revivre autrement, quoi. Plutôt que de juste revoir l'animé, ce qui aurait été un peu bizarre et un peu une perte de temps. Parce que des animés à voir, il y en a tellement. Donc moi je préfère toujours changer de support que de revoir le truc sur le même support pour la 30 millième fois. Quoi qu'il en soit, Angels of Death. Donc cette fin, c'est un point assez clé quand même de ce que je voulais voir dans ce manga Angels of Death. Pourquoi ? Parce que en fait la fin est un peu mystérieuse dans l'anime, dans le jeu et visiblement aussi dans le manga du coup. Et je me demandais si le manga donnerait plus d'indices ou plus de contexte ou serait plus précis sur ce qui se passe exactement. Malheureusement et en même temps un peu heureusement, le manga en dit pas plus. Pas vraiment plus, en tout cas j'ai rien repéré que le jeu ou l'animé. Mais pour ceux qui voient pas trop de quoi il est question, dites-vous qu'il y a des théories en fait sur la fin. Des théories qui peuvent se jouer vraiment sur un détail de placement d'objets ou quoi que ce soit sur la scène finale en fait. La dernière planche, si vous regardez, je vais pas vous la montrer parce que je veux pas spoiler les gens, hein, mais la dernière planche, c'est une image qu'on a globalement dans le jeu et dans l'anime aussi, et la disposition de certains objets ou certains détails dans l'image ont créé vraiment des théories sur qu'est-ce qui se passe exactement, parce que ça fait moyen sens en fait si vous voulez. Donc il y a des théories sans expliquer en quoi consiste la fin, hein. Il y a des théories comme quoi c'est un peu une hallucination, il y a des théories comme quoi voilà quoi. Et c'est basé sur quelque chose, c'est basé sur, comme je vous ai dit, cette image finale. Et donc je voulais voir cette image finale dans le manga, voir s'il y avait un détail en plus, ou s'il y avait un dialogue juste avant ou juste après qui détaillait quelque chose. Après, le truc où du coup je suis très curieux, et j'espère que Manabooks nous fera le plaisir de nous publier ça en France, c'est que du coup j'ai cru comprendre qu'il y avait une suite en manga. Et s'il y a une suite, par contre là ça va nous révéler enfin de quoi il en retourne avec la fin. Ou pas forcément, peut-être que c'est une suite avec d'autres personnages ou je ne sais quoi dans le même univers, ou ça j'en sais rien en vrai. Mais, quoi qu'il en soit, une suite nous donnera des indices ou pourrait nous laisser penser telle ou telle chose vis-à-vis de la fin de Angels of Death. Donc j'espère vraiment que cette suite on l'aura en France. C'est mon souhait pour l'instant. C'est voilà, c'est ce que je vais d'ailleurs conclure là-dessus, parce que vu que c'est la fin, je vais pas vous spoiler la fin si vous la connaissez pas bien sûr. Donc au revoir au manga Angels of Death. Espérons bonjour à la suite. Voilà. Puis même, je sais pas, peut-être, imaginons que ma source était un peu emmêlé les pinceaux et que c'est pas une suite, c'est un spin-off ou je sais pas quoi. Moi, ça m'intéresse quand même. Donc,
Vraiment Madabook, si vous tombez là-dessus par hasard, je ne pense pas, mais on sait jamais. La suite de Angel of Death, moi je prends, hein. Moi j'achète. Donc si vous voulez mes sous, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, ensuite Kiro Kill Me, tome 5 par Yasuhiro Kano, aux éditions Kurokawa. Donc dans ce tome 5, on développe un peu quand même l'univers des assassins. Alors vous allez me dire, les assassins c'est un peu l'univers dès le début. Je veux dire, on parlait que de ça dès le tome 1, hein, des assassins. Mais là, il y a toute une phase de l'histoire où on suit justement un personnage secondaire qui est un assassin. Et on essaie de le suivre... faire ses trucs quoi, essayer un peu de s'extirper de l'organisation d'assassins, ce qui implique qu'il va être pourchassé par encore d'autres assassins. Enfin voilà quoi, on développe beaucoup plus cet aspect de l'univers et cette partie de l'univers, et c'est intéressant dans un sens. Je sais pas à quel point la série compte mettre en avant la confrérie des assassins et tout dans l'histoire. En fait, je sais pas si est-ce que ça va être les grands méchants, est-ce que à la fin de l'histoire le héros va devoir faire tomber à lui tout seul toute la confrérie des assassins. Ça pourrait être assez cool comme finale, mais en même temps est-ce que c'est pas un peu too much, est-ce que je sais pas, ça dépend. Je vois bien moi une fin de l'histoire où le gars pour libérer entre guillemets Kiruru de la confrérie des assassins décide de faire tomber le truc à lui tout seul. Avec tous ses gadgets et toutes ces protections qu'il a développées au fil du temps pour se protéger de Kiruru. Ça pourrait être drôlement cool en vrai, comme finale. Genre ultra, le mec en mode John McClane quoi, il arrive dans le building et puis il bat tout le monde. J'ai même pas vu le film, hein. Le film auquel j'ai fait référence, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai l'image dans la tête, donc voilà. Quoi qu'il en soit, Kiro Kill Me, toujours très sympathique, petite histoire de romance et d'assassinat, que demander de plus. Et c'est parti donc pour le dernier manga de cette vidéo. Ça a été un peu plus rapide que prévu, mais je sais pas comment ça se ressent au temps réel. Le mois du montage il va bien voir, si c'était court ou long. Quoi qu'il en soit, le dernier c'est Goodbye Dragon Life tome 5 chez Ototo. Le scénario par Hiroaki Nagashima et le dessin par Kurono. Goodbye Dragon Life, bah, c'est une histoire qui suit son cours et là qui entre un peu dans un arc un peu scolaire. Vous voyez typiquement ce genre de truc où voilà, les écoles dans les mondes de fantasy c'est souvent des écoles d'aventuriers ou de magie où le protagoniste débarque mais il est méga balèze. On est un peu dans ce délire là. Et où voilà, nos deux persos principaux s'intègre un peu à cette école, découvre des nouveaux personnages et tout. Ça prend une direction plutôt intéressante qui peut amener à des situations assez cool. Donc voilà, Goodbye Dragon Life, toujours petite histoire assez sympa, qui n'a pas d'animé ou quoi que ce soit, qui du coup n'est pas très connu, ne fait pas énormément parler, mais pour moi qui fait très bien son travail. Voilà, encore une fois, vite fait, très rapidos, c'est l'histoire d'un dragon qui meurt et ressuscite en humain. Voilà, c'est ça l'histoire. La base de l'histoire, c'est juste ça. C'est voilà, et il ressuscite dans son monde à lui, hein, je crois. Donc c'est même pas un isekai. Mais voilà, et il vit des aventures en tant qu'humain. Il sauve des gens. Voilà, c'est tout. C'est une petite histoire sympa. Je me suis permis de redire de quoi ça parle parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est pas très connu. Il n'y a pas d'animé. C'est pas fait par un auteur qui a fait un autre truc méga connu. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Donc voilà, Goodbye Dragon Life. Petit truc sympa auquel vous avez peut-être pas laissé sa chance. Si vous croisez les tomes, un de ces quatre, et que vous avez rien d'autre à lire, ça coûte rien de tenter. Enfin, si ça coûte le prix du tome, mais vous avez compris l'idée. Très sympa. Alors là, c'est l'heure du coup de cœur du mois. Donc je rappelle le manga de ce mois-ci, donc de tous ceux que je viens de vous présenter, qui m'a le plus plu. Ou en tout cas, enfin, les critères peuvent varier selon à quel point le choix est difficile, mais là, c'était pas trop dur. Je pense que j'ai choisi. Et je pense que le gagnant, c'est Shangri-La Frontière. Donc, qui est le coup de cœur du mois. Pourquoi? Parce que déjà, il a surpassé les préjugés, entre guillemets. Voilà, dans le sens où c'était un peu un manga, comme j'ai dit, qui avait acheté sa hype. Il l'a mérité, à mon sens. Enfin, peut-être pas autant qu'il en a eu, mais je veux dire, en tant que tel, même s'il n'y avait pas eu toute cette pub, je pense que il mérite, ce manga mérite du respect quoi. C'est un manga qui se lit vraiment bien, qui était vraiment cool à suivre. Voilà.
Alors j'ai choisi lui principalement parce que c'était une nouveauté, j'avoue. Parce que moi le côté découverte, nouveauté, c'est un truc qui joue pas mal en vrai, qui rend le truc très sympa à suivre. Parce que bah, vu que tu découvres, tout est surprenant, tout est intéressant, tout est possible. Et forcément du coup ça m'a laissé une marque plus forte que le reste. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de concurrence parmi les autres mangas, à part Togananki, qui lui aussi était une nouveauté. Mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très classique Togananki, et du coup ça n'a pas transcendé quoi. Là où Shangri-La Frontière faisait 2-3 choix plutôt audacieux et restait très très cool à suivre. Franchement, je serais pas contre moi si un jour il y a tous les autres tomes qui tombaient du camion là, devant ma porte, je serais content quoi. Les tomes 2, etc. Moi je suis intéressé par la suite de cette série. Si demain je gagne au loto, je m'achète la suite quoi. Donc, Shangri-La Frontière, bravo, tu as réussi à peut-être pas m'impressionner, mais en tout cas à maintenant d'après moi, Shangri-La Frontière mérite son succès quoi. Donc non pas que je pensais qu'il ne le méritait absolument pas avant, mais voilà, comme je vous ai dit, moi quand t'as un truc qui est trop hypé, souvent je me dis qu'il y a anguille sous roche, même quand il n'y a pas forcément. Du coup là, voilà, Shangri-La Frontière vraiment a réussi à s'imposer comme un manga bien. Voilà, un manga qui est sympa, qui se suit de manière très cool. Donc je vous le conseille si vous avez toujours pas sauté le pas. Enfin en tout cas je vous conseille ce tome 1. Ça se trouve au tome 2 ça devient nullissime. Mais il a gagné le coup de cœur du mois pour ce tome 1. Et je pense que c'est mérité. Alors, c'est donc tout pour cette lecture manga du mois de mai 2023. Ça m'a paru moins long que ce que j'aurais cru, mais on sait jamais, hein, des fois ça me paraît moins long, mais ça ne l'est pas nécessairement. Donc, je vous dis au revoir, j'ai pas énormément de choses à ajouter. J'espère que vous avez apprécié cette lecture du mois et que vous avez peut-être découvert 2 ou 3 choses. C'était Japanman, à plus!